14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jacques l'Éventreur s'acharnait sur ses victimes, les vidant de leurs entrailles. Mais si Jacques l'Éventreur a pris place dans les légendes populaires du crime, et y demeure toujours un siècle après, c'est qu'en un seul automne, il avait frappé 5 fois avant de disparaître sans que l'on sache qui il était. Bonjour, Jacques l'Éventreur. Ce seul nom porte à lui seul et depuis plus d'un siècle toute la légende du crime. Le premier des tueurs en série, entré de plein pied dans la célébrité. Un homme qui avait fait des bas-fonds de Londres son terrain de chasse exclusif. L'Éventreur, un assassin solitaire qui assouvit sa perversion en trucidant et découpant exclusivement des femmes. Un individu qui nargue la police en lui envoyant des lettres. Un criminel qui va enflammer et fasciner l'opinion. Personne ne connaîtra jamais le visage et le nom de ce sadique. Un médecin de renom, un membre de la famille royale d'Angleterre, un simple boucher ou encore un déséquilibré habitué des asiles psychiatriques. Qui est donc l'Éventreur ? Comment a-t-il réussi à échapper à la police ? Pourquoi le recherche-t-on encore aujourd'hui malgré le temps écoulé ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, les secrets de l'un des assassins les plus célèbres de l'histoire, Jacques l'Éventreur. Une série de meurtres mystérieux qui commence à l'été 1888 au cœur de Londres. Vendredi 31 août 1888, à 3h45 du matin, le dénommé Charles Cross tire sa petite charrette dans les ruelles de Whitechapel, quartier populaire, pauvre, malfamé et noyé cette nuit-là dans l'épais brouillard de la capitale anglaise, le smog. Le charretier s'engage dans Bucks Row et aperçoit aussitôt une forme humaine sur le pavé. C'est une femme, couverte de sang, elle a reçu de nombreux coups de couteau, la jupe est relevée jusqu'au ventre, les jambes sont encore chaudes, mais le visage est glacé, elle est morte. À la morgue, le légiste relève plusieurs blessures, essentiellement à la gorge et à l'abdomen. Le tueur, un gaucher selon le médecin, s'est acharné. Fait curieux, la victime n'a pas été dépouillée de ses quelques shillings, elle n'a pas non plus été violée. On la connaît bien à Whitechapel, il s'agit de Mary-Ann Nichols, surnommée Polly Nichols, 43 ans. Elle vit seule et paye son loyer en se prostituant comme de nombreuses femmes du quartier. Personne ne se doute alors que Polly est la première victime officielle de l'Éventreur de Whitechapel, Jack l'Éventreur. 8 septembre 1888, 8 jours après le meurtre de Polly Nichols, le corps d'une marchande d'allumettes et de fleurs est retrouvé à 5h50 du matin dans une arrière-cour au 29 Hanbury Street. Annie Chapman, 47 ans, se prostituait elle aussi, une femme fragile, sans le sou, dévastée par l'alcool et la tuberculose. Elle a été tuée au couteau, même si cette fois son agresseur l'a comme disséquée. Un mouchoir a été noué autour de sa gorge, découpé sur toute la circonférence. Le meurtrier a sans doute cherché à la décapiter. La robe est remontée, les parties intimes ont disparu, un rein a également été emporté, des organes sont déposés près du visage balafré. Le légiste, le docteur George Baxter Phillips, est troublé par les incisions. Il note qu'elles n'ont pas été faites avec un tranchant de type baïonnette, mais plutôt avec un outil médical justement utilisé pour les autopsies. Selon le docteur Phillips, le tueur pourrait avoir des connaissances anatomiques. Il lui a fallu de longues minutes pour effectuer ces découpes, bien davantage que 10 minutes. Une témoin assure pourtant avoir aperçu Annie Chapman à 5h30, discutant avec un homme portant un chapeau de chasse marron. La police a la conviction d'avoir affaire à un maniaque qui a jeté son dévolu sur l'un des quartiers les plus déshérités de Londres. Pour éviter un accès de colère, le corps de la deuxième victime est discrètement emporté dans un corbillard. Sans succès, la rumeur s'empare de Whitechapel. Il se dit qu'aucun Anglais n'est capable de telles atrocités. Tous les regards se portent alors sur les étrangers qui habitent le quartier, et notamment les Juifs. L'un d'eux, qui a menacé de tuer une prostituée, est arrêté et relâché. Idem pour un bottier qui se sert de couteau à longue lame. Il a un alibi. La presse s'empare de l'affaire, fait ses choux gras de l'hypothèse d'un médecin sadique qui enterrait au Whitechapel pour assouvir ses fantasmes. 25 septembre 1888, une lettre parvient à la centrale de presse britannique. « Dear boss, cher patron », est-il écrit en l'encre rouge. Pendant que les crimes font les beaux jours de la presse populaire, l'enquête piétine, indique le correspondant, qui promet d'autres crimes. Signé Jack the Ripper, Jack l'Éventreur.
Et voilà donc, dans cette heure du crime, les premières victimes de l'éventreur dans ce Londres misérable de la fin du 19e siècle. Londres dans lequel nous restons tout de suite avec notre première invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est Elizabeth Haynes. Bonjour Elizabeth Haynes. Hello, Mr. Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancienne analyste du renseignement de la police du Kent en Angleterre, donc, et votre dernier livre, c'est Le meurtre de Harriet Monckton aux éditions Beaujardin, livre qui n'a rien à voir avec notre histoire, mais c'est une histoire que vous connaissez parfaitement, cette histoire de l'éventreur Elizabeth Haynes. Whitechapel, c'est un quartier, on va le dire, presque en marge de la société à l'époque. So, Whitechapel was basically a very deprived area in the 1880s. Whitechapel était une zone très défavorisée dans les années 1880. C'était une masse humaine bouillonnante parce que de nombreux quartiers de Londres avaient été rasés pour faire place à de nouvelles routes. Et toutes les personnes qui avaient été déplacées s'étaient retrouvées dans des endroits comme Whitechapel. Il y avait des gens de toute l'Europe, c'était plein de personnes qui essayaient essentiellement de survivre. Et oui, dans cet horrible mélange, nous découvrons que les pires des meurtres se sont produits. Alors bonjour Michel Moati. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir vous aussi accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes sociologue, écrivain, auteur de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jacques l'Éventreur, qui est sorti chez HC Éditions. Et je signale dans cette même maison d'édition, HC Éditions, votre dernier livre, Rapport sur Nordal L, Nordal le Landais évidemment, dont on a beaucoup parlé dans cette heure du crime, qui va sortir le 17 mars également chez HC Éditions. Et c'est sûrement un bouquin passionnant, je vais m'empresser d'ailleurs de le feuilleter. Michel Moati, on écoutait ce que dit Elizabeth Haynes sur ce quartier épouvantable à l'époque de Whitechapel. Ce ne sont pas évidemment les premiers meurtres qu'il y a dans ce quartier. Pourquoi on s'intéresse tout de suite à ces deux premiers meurtres qui frappent immédiatement l'opinion ? Alors, pour revenir sur ce que vous avez évoqué à l'instant, le premier meurtre n'a pas attiré particulièrement l'attention. C'est la récurrence très vite, une semaine plus tard, le meurtre de Danny Chapman qui va attirer l'attention de la police d'abord, des journaux aussi, sur la singularité des meurtres qui sont en effet suivis de mutilations, sans doute d'une rare violence et de mutilation, en particulier celui de Danny Chapman, où vous l'avez évoqué pudiquement, mais elle n'a pas seulement... Oui, j'ai pas tout raconté, pas dans le détail. Non, l'assassin, celui qu'on appelle Jack l'Éventreur, a sorti une partie de ses entrailles, les a disposées autour de la tête. Enfin, on est sur quelque chose de très spectaculaire et d'inédit. Voilà, on a le sentiment d'une mise en scène. Ça, c'est un peu nouveau, parce qu'en général, à cette époque, on tue sans doute pour voler, pour même agresser sexuellement. C'est pas le cas, là. C'est le cas dans Whitechapel, en effet. Le meurtre est crapuleux. À l'époque, le meurtre dans Whitechapel est un meurtre avant tout de petites crapules qui veulent voler, dépouiller leurs victimes. Là, il s'agit de tout autre chose. Et vous venez de parler de mise en scène, et on va s'apercevoir que, crescendo, les meurtres de Jack l'Éventreur vont être une véritable mise en scène de plus en plus macabre, de plus en plus horrible. Oui, il y a un meurtrier qui vraiment jouit de ses actes, on peut le dire comme ça. Alors, je suis pas psychologue, donc j'emploierai pas ce terme-là, mais en tout cas, il y a une véritable volonté de la part de l'assassin de Whitechapel de mettre en scène ces scènes de crime et la manière dont les victimes sont disposées, le corps des victimes, et de jouer avec le corps des victimes. Ça, c'est évident dans la continuité criminelle de cet automne 1888. Encore un mot, Michel Moati. On écoutait Elizabeth Haynes qui fait la description de ce quartier. Finalement, les proies, elles sont faciles dans ce quartier. Ce sont des femmes qui sont quasiment en errance, qui sont solitaires. Alors, tous les meurtres de Jack l'Éventreur ont eu lieu la nuit, et plusieurs, au moins 3, parmi les 5 dits canoniques, ont été effectués sur des femmes qui cherchaient tard dans la nuit
une occasion de gagner quelques pence, les 6 pence pour payer leur logement, donc se prostituer sans doute, sans aucun doute. C'était pas des prostituées professionnelles, c'est des prostituées occasionnelles, mais elles étaient dans la rue dans une condition de victimes toutes désignées. En effet, sans aucune protection. Il faut voir ce qu'est Whitechapel à l'époque. C'est un noir quasi complet. Il y a un bec de gaz tous les 50 mètres. On est dans l'obscurité totale. On est dans une obscurité quasi totale, où évidemment celui qui commet ces crimes connaît le quartier. Bonjour Sophie Herford. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Historienne et conférencière, auteure de Jacques Léventreur démasqué, l'enquête définitive aux éditions Point. Vous aussi, vous connaissez parfaitement cette histoire. Je l'ai racontée rapidement dans le récit. Il y a tout de suite, très vite, cette lettre qui fait sensation, le Dear Boss à l'encre rouge. On la prend tout de suite au sérieux, cette lettre. Est-ce qu'elle vient de l'Éventreur ? En fait, il y a pas une seule lettre Dear Boss Letter, mais disons que la lettre adressée au chef du comité de vigilance de l'époque, dont est le grand initiateur George Lusk, la lettre du 25 septembre 88 a toutes les raisons quand même de jeter une première donne. Mais la lettre Dear Boss Letter, c'est une lettre de sang, c'est une lettre déjà adressée à la Central News, pour desservir la presse entière et créer un effet de stupeur parmi la population. Disons que l'assassin connaît sa partie et il y a tous les ingrédients pour nous laisser à penser que cet homme veut se faire remarquer et va choisir de frapper des symboles forts. Et il y a une de ces missives qui contient un objet très particulier à l'intérieur d'un courrier justement qui n'est pas la Dear Boss Letter, qui est la From Hell. Oui. On va en parler de cette... On va en parler de cette From Hell, mais de Jack. Voilà, c'est ça. Ça fait partie également de la mise en scène qui est en train d'être orchestrée par cet homme de l'ombre. Ce tueur des bas-fonds de Londres va tenir parole puisque d'autres femmes vont être assassinées, toujours avec la même rage et la même détermination. Dimanche 30 septembre 1888 au matin, la stupeur s'empare du quartier de Whitechapel. L'éventreur avait promis qu'il repasserait à l'acte. Il a tenu parole. Ces dernières heures, il n'a pas tué une seule femme, mais 2. Vers 1h du matin, un marchand ambulant dans l'obscurité du passage de Duffield Yard a buté contre un obstacle au sol. Il est revenu avec une bougie et a trouvé une femme égorgée. Elizabeth Stride, 45 ans, prostituée. La police pense que le meurtrier n'a pas eu le temps d'accomplir sa sale besogne, il a été dérangé par l'arrivée du marchand et s'est enfui. Catherine Eddowes, en revanche, a bel et bien subi l'assaut de l'éventreur. On la retrouve 3/4 d'heure plus tard, non loin de là, à Mitre Square, gorge ouverte, intestin placé près de sa tête. L'éventreur avait dit qu'il couperait une oreille, c'est chose faite. Le légiste habituel, le docteur Phillips, confirme qu'une arme très bien aiguisée a été utilisée par un bon connaisseur de l'anatomie. Le quartier gronde. Dans la journée, des centaines de personnes se rendent sur les lieux des 2 derniers meurtres. Les habitants demandent des résultats et l'arrestation de ce criminel. La police est plus que jamais sur la sellette. L'enquête, qui a tout d'abord été confiée au détective Edmund Reid de la police municipale, est confiée au Central Office de Scotland Yard. Les inspecteurs Frédéric Aberlin puis Charles Warren sont chargés du dossier. Au total, près de 2000 personnes vont être interrogées, pas moins de 300 seront placées sous surveillance, dont 76 bouchers, équarrisseurs et employés des abattoirs. 80 suspects sont arrêtés, parfois brièvement incarcérés, mais aucun de ces hommes n'est l'assassin. 1er octobre 1888, une carte postale adressée aux journaux relate le double meurtre. Elle est encore rédigée à l'encre rouge et semble montrer de nombreuses empreintes de sang. Elle est signée Jack Léventreur. Impossible de savoir si le tueur l'a effectivement écrite, mais la police prend le risque de la diffuser, tout comme la première lettre. 3 octobre, 80 000 prospectus sont distribués sans produire l'effet escompté. Au contraire, les autorités vont être submergées par des lettres fantaisistes. L'entrepreneur George Lusk, qui a monté un comité de vigilance dans le quartier pour rétablir l'ordre, réceptionne lui un courrier intitulé From Hell, depuis l'enfer. Il est accompagné d'un morceau de rein qui pourrait être celui de la 4e victime, à moins que ce ne soit un sinistre canular.
Sinistre canular ou pourquoi pas un coup monté pour faire vendre les journaux, puisque la presse diffuse à tout va et que les journaux se vendent très bien avec cette histoire. On peut le voir comme ça. Elisabeth Haynes, ancienne analyste du renseignement de la police du Kent, est l'une de nos invitées aujourd'hui. Tout de suite, la presse s'est jetée sur cette affaire. That's right. I mean, this is an interesting thing about the Jack the Ripper case is that c'est vrai, et c'est une chose intéressante à propos de l'affaire Jack l'Éventreur. À cause du niveau de violence infligé aux victimes, la presse s'est beaucoup impliquée. Probablement plus que tout autre meurtre qui s'est produit dans ce quartier, que la plupart des habitants de Londres préfèrent en quelque sorte oublier. Et ça a également été alimenté par des lettres qui ont été soi-disant écrites par Jack l'Éventreur. Les journalistes ont afflué dans tout l'East End, voulant en savoir plus, voulant connaître tous les détails possibles sur l'affaire de la part de la police et de tous les témoins. Sophie Herford, on vous retrouve dans l'heure du crime, auteur de Jack l'Éventreur démasqué, l'enquête définitive aux éditions Point. Il y a tous ces courriers qui arrivent avec cet homme qui semble jouer avec la police. Puis il y a cette lettre sordide, vous l'avez évoquée, adressée à George Lusk, le patron du comité de vigilance. Est-ce que on peut y croire ou alors c'est complètement quelque chose qui a été monté, fabriqué ? Pour moi, ça n'engage que mes convictions profondes et ce qui a pu relever de l'analyse du rein qui avait accompagné cette lettre adressée, je crois, le 3 octobre 1888 à George Lusk, le chef du comité de vigilance, et qui contenait quand même le rein supposé de Catherine Eddowes. Le rein. C'est comme assez choquant quand même de voir cette lettre en rouge accompagnée de cette petite boîte qui n'est pas un détail. Pour moi, ce rein serait véritablement le rein de Catherine Eddowes. J'en veux pour preuve que ce rein était envoyé quand même au Whitechapel Hospital pour étudier les composantes et qu'à la base des pyramides de ce rein, il aurait été prouvé que la personne qui en était la détentrice souffrait de néphrite. Ce dont souffrait d'ailleurs par ailleurs Catherine Eddowes. Mais après, je peux concevoir que suivant les théories émises et les convictions et peut-être des preuves dont moi je n'ai pas la paternité, on puisse émettre l'hypothèse que ce soit un autre rein. Mais pour moi, ça exclut toute autre hypothèse. En tout cas, je ne crois pas aux coïncidences véritablement. Et encore une petite question, Sophie Herford. On a vraiment le sentiment que là, il joue avec les autorités. C'est pas n'importe qui finalement cet éventreur. Il sait manipuler un petit peu l'opinion, il sait manipuler la police. Non seulement il manipule la police, mais l'individu semble connaître les organes de presse de l'intérieur, puisqu'il sait qu'à l'époque, Londres couvre un ensemble de 500 journaux et que la plupart transitent par la célébrissime Central News Agency. Seul quelqu'un de l'intérieur pouvait le savoir. Et en écrivant un de ses courriers sanglants au patron de la Central News Agency, il sait que ça va automatiquement desservir très vite les 500 organes de presse qui sont tous les matins vendus par les New Boys, les crieurs du matin, qui annoncent les nouvelles sinistres des méfaits de Jack l'Éventreur. Et effectivement, et c'est des méfaits qui sont suivis au jour le jour par cette population londonienne et dans ce quartier, évidemment, de Whitechapel. Michel Moati, auteur, vous, de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jack l'Éventreur qui sort chez HC Éditions. Très vite, les regards, y compris de la police, ils se portent sur les étrangers. C'est pas un Anglais qui a fait ça. C'est pas possible. Nous, ne sommes pas des barbares. C'est exactement le credo des autorités, de la police, de la Metropolitan Police. Les meurtres sont absolument trop horribles pour avoir été commis par un sujet de Sa Gracieuse Majesté, un sujet britannique. Donc c'est un étranger. Quand on dit étranger à l'époque, on dit un juif. Les juifs, parce qu'ils sont nombreux dans ce quartier. Bien sûr, il y a une population importante. 80 000 juifs, sans doute, dans Whitechapel et les quartiers autour, Spitalfields, Shoreditch, etc. C'est un quartier juif, c'est un quartier d'immigration industrielle, des juifs, des polonais, des russes, des allemands. Donc quand on désigne un étranger, on désigne ces gens-là. Ces gens venus de l'Est, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, suspects, qui vivent dans une sorte de saleté, de précarité, etc. Donc, il vient forcément... Qui parle pas anglais. Qui parle mal anglais. Donc, l'histoire des lettres, si c'est un juif, elle est un petit peu battue en brèche aussi. Il y a des fautes dans les lettres. Elles sont quand même l'œuvre de quelqu'un qui sait écrire,
et qui sait écrire à peu près l'anglais. Voilà, et encore une fois, si elles sont authentifiées, si c'est bien l'éventreur qui est derrière, il y a une intelligence. C'est pas du récit complètement fantasmatique. Il y a une construction, il y a une écriture. Ce qu'il y a de surtout saisissant dans les lettres, c'est le côté narquois, c'est le côté provocateur. Il y a un côté extrêmement je nargue la police. Vous m'attraperez pas. C'est écrit en toutes lettres. Ouais. You won't catch me. Vous m'attraperez pas. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide du temps, de l'heure et de l'endroit. Oui, c'est très provocateur. Encore un mot, Michel Moati. Comment travaille la police britannique? Elle a été très critiquée. D'abord, c'est la police municipale qui avait la main là-dessus. Ensuite, c'est le Yard. Là, on passe au niveau au-dessus. Alors, contrairement à une idée reçue qui court encore jusqu'à aujourd'hui, la Metropolitan Police, qu'on appelle la police municipale, mais quand même la grande police de Londres, c'est Scotland Yard, ce qu'on appelle la MEPO, la Metropolitan Police, ils ont extrêmement bien travaillé. Ils ont mis le paquet peut-être pas dès le premier meurtre, celui de Polly Nichols, mais dès le meurtre d'Annie Chapman. Donc ils sentent que ça dérape, là. Ils sentent qu'il y a un truc. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire et que sans doute, alors sans que la notion de serial killer soit encore complètement entrée dans les modes opératoire de Scotland Yard, ils sentent qu'il va y avoir des suites, qu'il va y avoir des séquelles, si j'ose dire, à ces premiers crimes. Donc ils mettent vraiment le paquet. Ils envoient beaucoup, ils font du porte-à-porte, ils recueillent des centaines, des milliers de témoignages, ils mettent en garde à vue des gens, ils auditionnent beaucoup de monde. Ils n'ont pas rien fait, comme on a pu le dire et qu'on le répète encore aujourd'hui, comme si c'était pas important de travailler dans Whitechapel parce que c'était des pauvres et qu'ils méritaient pas l'action de la police. C'est faux. Le tueur de Whitechapel est l'homme le plus recherché du Royaume-Uni, un assassin invisible qui joue avec les nerfs des autorités et de la population, célèbre même si personne ne connaît son visage. Vendredi 9 novembre 1888, moins de 3 mois après son premier crime, Jack l'Éventreur est de retour. À 10h45, un propriétaire venu percevoir un loyer au 13 Miller's Court est épouvanté par la scène qu'il découvre. Dans l'appartement, sa locataire, Mary Jane Kelly, a été égorgée, éviscérée, le nez et les oreilles coupées. Le légiste, le docteur Thomas Bond, note un visage tailladé jusqu'à l'os, les seins découpés, les organes dispersés dans la chambre. Le cœur a été prélevé comme un nouveau trophée. Il s'agit bien de l'éventreur, même si cette fois il a agi dans un immeuble et que la victime est nettement plus jeune que les précédentes, 23 ans seulement. Le docteur Bond pense à un boucher ou à un équarrisseur. Il dresse un premier portrait psychologique du tueur, selon lui, un individu solitaire, sujet à des pulsions, des crises de manie meurtrière et sexuelle. La police, tout comme les journaux, court après des suspects qui ne manquent pas. Apparaît le ton de Thomas Cream, médecin et assassin, mais en prison lors de certains meurtres. Le nom aussi du chirurgien de la famille royale, Sir William Gull, ou du gynécologue de la même famille, John Williams. Le prince Albert, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria, est cité, tout comme l'écrivain Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, qui s'intéresse de trop près au dossier. Parmi les suspects, un fils de bonne famille, sombré dans la débauche, Montagu John Druitt, Michael Ostrog, un repris de justice russe, ou encore Aaron Kominski, coiffeur juif polonais, décrit comme un obsédé sexuel, interné pour troubles mentaux. Et on va reparler de Kominski, mais dans le chapitre suivant, parce qu'il va manifestement intéresser beaucoup de monde, ce Kominski. Mary Jane Kelly, la 5e victime, Michel Moati, auteur de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jack l'Éventreur. Cette victime-là, on peut dire que l'Éventreur a gravi un échelon dans l'horreur et dans la mise en scène, toujours. Absolument. Dans Retour à Whitechapel, dans mon livre, je crois que je cite un des protagonistes de l'affaire, je crois que c'est Thomas Bond que vous venez d'évoquer, qui dit... Le médecin, c'est ça? Le médecin, enfin un des deux médecins, il y a George Baxter Phillips et Thomas Bond, qui seront jamais d'accord d'ailleurs. Il y en a un qui pense que c'est un chirurgien qui a fait le coup, un médecin, et l'autre qui pense que c'est un boucher. Bon. En tout cas, Bond va dire à propos du meurtre de Mary Kelly, dont il va diriger l'autopsie, il va dire c'est sans doute son chef-d'œuvre. Avec beaucoup d'ironie, et c'est vrai que quand on regarde les 5 crimes, les 5 meurtres absolument terrifiants de Jack l'Éventreur, celui de Mary Kelly, comme vous l'avez dit, s'est déroulé dans sa chambre, à l'intérieur. C'est le seul qui se déroule dans un intérieur et non pas dans la rue, et où l'assassin est resté peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Il a pris son temps. Il a pris son temps. C'est exactement la phrase que j'emploie dans Retour à Whitechapel. Il a pris son temps, il a pris ses aises.
Il est resté avec sa victime pendant plusieurs heures. D'où le tableau épouvantable que les enquêteurs vont trouver dans le 13 Miller's Court quand ils vont découvrir le corps de Mary Kelly. C'est plus un corps humain, c'est autre chose. Oui, elle est complètement. D'ailleurs, il y a des photos qui existent de l'époque. C'est la seule. Elles sont difficilement supportables. Enfin, il y a une photo difficilement supportable, il faut bien le dire, mais où on voit bien le travail, il n'y a pas d'autre d'écarisseur de cet homme, quel qu'il soit d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui manie le couteau avec férocité. Sophie Erfort, vous, auteur également d'un livre sur l'éventreur, Jack l'éventreur démasqué, l'enquête définitive. Il y a beaucoup de suspects finalement qui apparaissent comme ça au fil de l'eau, et notamment des personnes célèbres. Et la famille royale, qu'est-ce qu'elle vient faire, la famille royale, là-dessus, à cette époque ? Famille royale. Alors, on sait que le petit-fils de la reine Victoria, duc Albert Clarence d'Avendal, avait été suspecté possiblement d'être le meurtrier, sauf qu'il jouit d'un solide alibi, en tout cas pour le 4e meurtre. Mais la famille royale a été durablement éclaboussée. Et c'est vrai que cette théorie avait été reprise assez souvent par les auteurs, la théorie du complot pour pas la citer, mais en tout cas ça fait énormément d'éclaboussures au sein de l'establishment. Évidemment que Prince Albert, il y avait très très peu de chances qu'il soit impliqué dans ces histoires de meurtre, au vu des alibis et du profil très fragile psychologiquement, mais pas au sens dangereux du terme qu'il présentait. Encore quelques mots. C'est la première description finalement historique d'un serial killer, cet éventreur. Oui, on présente Jack l'éventreur comme l'accoucheur de la modernité, pour reprendre un certain auteur qui le décrivait comme tel, puisque c'est à partir de cette loi des 5 séries de meurtres qu'on établit un profil de crime qui n'a rien à voir avec des motifs pécuniaires, financiers et autres. On a un tueur sans motif, ou tout du moins obéissant à des motivations sexuelles, qui opère et qui ritualise à chaque fois de la même façon ses meurtres, ses victimes, avec parfois des retraits d'organes, ce qu'on peut dire des trophées qui permettent d'asseoir le plein pouvoir du meurtrier et sa pleine jouissance aussi. Donc on est face à une nouvelle typologie de meurtre. Évidemment, il y avait Jacques le Vacher avant, mais on a vraiment posé les bases qu'à partir de l'affaire de Jack l'éventreur sur les 5 victimes canoniques. Et c'est Jack l'éventreur qui met une nouvelle ouverture psychologique sur ce type de tueur, en fait. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, le tueur de Whitechapel semble s'être évanoui dans la nature. Il ne va officiellement, tout au moins, plus du tout se manifester. 2014, l'écrivain britannique Russell Edwards, auteur d'un livre sur l'éventreur, affirme que grâce aux expertises ADN, l'identité du tueur de Whitechapel est établie. Edwards avait acquis en 2007 un châle saisi par la police et retrouvé sur le corps de la 4e victime. Celui-ci a été confié à 2 scientifiques qui ont pu isoler des traces qui, selon Edwards, désignent l'un des 167 suspects entendus dans l'enquête, à savoir le garçon coiffeur, le barbier, Aaron Kominski, qui vivait dans des docks de Londres, non loin de Whitechapel. L'analyse de traces de sperme retrouvées sur le châle établirait une correspondance parfaite avec le suspect. La police londonienne s'était effectivement intéressée à ce jeune homme manifestement dérangé. En 1910, dans ses mémoires, le commissaire Robert Anderson regrettait de n'avoir pas eu assez de preuves pour inculper Kominski. Reste à savoir si l'éventreur a effectivement arrêté de sévir après l'internement de Kominski dans un asile. 4 autres femmes vont être tuées entre les mois de décembre 1888 et février 1891, toutes lacérées de coups de couteau. Alice Mackenzie sera retrouvée la gorge tranchée, de la gauche vers la droite, comme procédait le tueur de Whitechapel. La police n'attribuera toutefois pas ces crimes à l'éventreur. Alors Michel Moati, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, sur cette histoire d'ADN, parce qu'aujourd'hui avec l'ADN, tout c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces conclusions de Russell Edwards, cet ADN dont je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu vraiment des conclusions là-dessus ? Alors, si je prends la parole, je vais la garder malheureusement un petit peu parce que l'ADN, d'abord, je suis pas spécialiste. Laissons une petite place à Sophie Erfort, qui est au bout de la ligne. Je laisserai la place à Sophie. Mais si on parle de l'ADN, il faut en parler sérieusement. Moi, je suis pas un spécialiste de l'ADN, donc je vais parler je vais laisser parler Alec Jeffreys, qui est l'inventeur de l'ADN comme outil d'investigation criminelle. Et il a été très formel sur le travail de Russell Edwards. Il a dit, il s'agit d'une plaisanterie. Il n'y a aucune preuve dans ce travail que l'ADN retrouvé sur ce châle soit celui de Kominski. Ça a le mérite d'être clair. Cet ADN correspond à environ 80 000 personnes, peut-être plus, du Whitechapel de 1888. Voilà, c'est un ADN qu'on appelle mitochondrial, c'est pas de l'ADN nucléaire, donc c'est un ADN qui désigne non pas une personne, mais un groupe
ce qu'on appelle un allogroupe. En gros, il désigne la moitié de Whitechapel de l'époque. Donc là-dessus, je pense qu'il y a même plus débat. Sur le châle lui-même, alors c'est encore très compliqué parce que il y a des gens qui ont dit de manière scientifique que ce châle avait été fabriqué en 1910, qu'il est d'époque édouardienne et non pas victorienne, donc il a été fabriqué 12 ans après les meurtres. C'est compliqué. Ouais. Qu'on retrouve de l'ADN de quelqu'un qui est totalement indéfini sur un châle qui n'était pas fabriqué à l'époque, volé par un policier qui n'appartenait pas à la brigade qui a effectivement découvert le corps de Catherine Eddowes, ça fait beaucoup. Un policier qui n'est pas là, sur un châle qui n'existe pas, et un ADN qui désigne à peu près 80 000 personnes. Voilà, j'en reste là, mais vous voyez quelle est mon opinion sur c'est parfaitement clair. Non, mais attendez, votre réponse, elle est formidable, parce qu'elle effectivement, elle ferme la porte. C'est dommage, on aurait bien aimé peut-être découvrir cet éventreur derrière cette trace ADN, mais c'est apparemment pas le cas. Sophie Herford, on vous retrouve, auteur de Jack l'Éventreur démasqué, l'enquête définitive. J'ai cité d'autres victimes qui ne sont pas répertoriées officiellement. Pourquoi la police ne les a pas enregistrées, ces victimes ? Par exemple, Martha Tabram, cette victime-là qui est arrivée bien avant Pauline Nichols, a été lardée de coups de couteau, 39 coups de couteau, a été retrouvée dans un bâtiment de Georgie Yard, et on n'a jamais pu la coller au titre de victime canonique de Jack l'Éventreur pour la bonne et simple raison que c'est pas du tout le même mode opératoire, et y compris pour la victime que vous avez citée, celle de 1891, Catherine Mackenzie, qui elle ne satisfait pas du tout à la même ritualisation. À chaque fois pour Jack l'Éventreur, 2 parties de corps sont visées, effectivement, la gorge, où on sait qu'il y a eu un pré-étranglement, égorgement, et l'éventration qui a suivi. On n'est pas du tout sur ce genre de déprédation et de lacération et d'exaction sur les autres victimes. Donc c'est pour ça qu'on les a appelées les victimes non canoniques. Ouais. Donc on en a retenu 5. L'histoire, on a retenu que 5. De Pauline Nichols à Mary Jane Kelly, qui fut la dernière. Et ça vous paraît correct, si je puis dire, en termes de nombre, ces 5 victimes ? Oui, tout à fait. Ça paraît tout à fait cohérent, pour la bonne simple raison que même si l'assassin a pris de l'ampleur par rapport à la deuxième victime qui est Annie Chapman, on retrouve toutes ces petites lacérations coutumières sur le visage, mais aussi l'éventration très caractéristique du sternum au pubis qui signe certainement la patte d'un connaisseur de la médecine légale, ou même sommaire, mais en tout cas qui a des fondamentaux, quelques connaissances. Et on n'a pas retrouvé cette fameuse éventration chez les autres victimes. Je sais que c'est un petit peu violent à entendre, mais il y a aussi les retraits d'organes qui, là, à chaque fois qu'on progresse dans la vague meurtrière, ce qui s'est étendu sur un délai extrêmement court de 2 mois et demi, il y a une gradation extrêmement forte. Et là, on va jusqu'au retrait d'organes, et ça commence par Annie Chapman, les intestins, une partie de la vessie retirée, Catherine Eddowes, et Mary Jane Kelly, n'en parlons pas, c'était disséminé partout dans la chambre de cette victime, à Miller's Court. Donc c'est comme une scène de crime terrible. L'ADN, on l'a bien compris, n'est pas concluant dans cette affaire. Trop de doutes semblent encore peser sur cette histoire, trop de pistes demeurent ouvertes. Les enquêteurs ont toujours pensé que le tueur vivait ou avait vécu dans le quartier de Whitechapel, qu'il semblait connaître comme sa poche, capable de se fondre dans le paysage, de ne pas attirer les regards. Identification d'autant plus difficile qu'à l'époque, Whitechapel abrite une population déshéritée, itinérante, qui utilise des noms d'emprunt pour se cacher et fuir les créanciers. La police va encore s'interroger sur la possible existence de plusieurs tueurs. Ils auraient profité de la notoriété de l'éventreur pour brouiller les pistes et commettre leur propre forfait. Cette hypothèse ne pourra jamais être étayée par des indices ou des témoignages. Plus d'1 siècle après les faits, le visage de Jack the Ripper, l'homme qui narguait la police, et semait l'effroi au cœur de Londres, ce visage demeure inconnu. Michel Moati, sociologue et écrivain, est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Parmi tous ces suspects, et ils sont très nombreux, la liste est très longue, il y a des personnes célèbres, on l'a dit, il y a un peintre qui s'appelle Walter Sickert. Alors lui, il s'est vanté finalement d'avoir été le tueur, l'assassin. Il s'est jamais vanté directement. Walter Sickert, c'est une hypothèse qui est contemporaine. C'est pas une hypothèse d'époque. Il n'a pas été du tout inquiété pendant les faits. Il s'est vanté d'avoir connu Jack l'Éventreur, d'habiter dans l'appartement de Jack l'Éventreur, et surtout, ce qui a mis la puce à l'oreille à un certain nombre d'enquêteurs
bien plus tard, c'est ces toiles. Walter Sickert était un peintre, un groupe de Camden Town, un peintre connu dans l'histoire anglaise, et il a peint des tableaux qui sont assez saisissants dans la mesure où on reconnaît, ou en tout cas on peut vouloir reconnaître certaines des scènes de crime, en particulier la chambre de Mary Jane Kelly, dans certains de ses tableaux. Des positions de corps de femmes. Il y en a un qui est la reproduction exacte de la position de Mary Jane Kelly dans son lit, avec une position très caractéristique, genoux relevés, la main posée sur le cœur, etc., dans exactement la même perspective que la photo de l'identité judiciaire. Mais peut-être il avait eu accès à ces photos. Alors, les photos étaient a priori pas publiques, elles étaient, à ma connaissance, gardées au Black Museum de Scotland Yard, elles n'étaient pas publiques. Et il y a ces déclarations aussi, le fait qu'il a dit qu'il connaissait plus ou moins le meurtrier. Il a été supposé comme étant lui-même le meurtrier. Ça, on est à peu près certain que c'est pas le cas, puisqu'il était en France au moment où Polly Nichols a été assassiné. Et comme les deux médecins, Baxter Phillips et Bones, sont absolument formels sur le fait que les 5 meurtres sont de la même main, celui qui n'a pas tué Polly Nichols n'a pas tué les autres. Exactement, oui, ça c'est une même main qui a tué. Et Sophie Herford, historienne et conférencière, c'est quelqu'un du quartier, qui connaît bien le quartier, qui a commis tous ces meurtres. Qu'en pensez-vous ? Selon moi, il n'était pas notable que l'individu connaisse plus que ça le quartier. Ça pouvait être quelqu'un qui avait des habitudes de vie, qui pouvait très bien s'encanailler certains soirs. C'était pas une certitude que l'homme soit un aficionado du quartier. En tout cas, il en avait une connaissance et il avait très certainement ses habitudes dans ces quartiers-là. Mais ce n'est pas une donnée absolue de dire que... C'est pour ça qu'il y a eu des théories sur le profilage géographique, où on a émis l'hypothèse à un moment donné que ça pouvait être un des employés de morgue, le suspect. Quel est votre sentiment là-dessus, Sophie Herford ? Dites-moi ce que vous croyez. Qui est Jack ? Pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui a une connaissance quasi parfaite des quartiers, mais qui les connaît quand même, qui a une connaissance minimale, qui a des habitudes de vie, qui choisit ses proies, ses victimes les plus vulnérables d'une façon méthodique, qui les suivait certainement. C'est un pervers narcissique. C'est pas un psychopathe, quoi qu'on puisse être les deux, d'après le DSM-4, maintenant du DSM-5, je crois. Et en tout cas, qui a une idée très claire de la façon dont il doit opérer pour choisir des victimes isolées, avec des problèmes d'ajustement financier, qui sait qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de famille, et qui peut avoir eu une haute extraction, et pas forcément, et j'insiste là-dessus, pas forcément quelqu'un issu des bas quartiers. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient, par exemple, du West End. En 2 mots, Michel Moati, votre avis, vous pensez quoi ? Dites-nous, qui est Jack ? Je vous pose la même question. Je ne serais pas formel, parce que ça serait pas honnête de désigner, de donner une identité absolument certaine. J'ai une idée, je la donne dans Retour à Whitechapel. Pour moi, c'est non seulement quelqu'un qui connaissait le quartier, mais c'est quelqu'un qui habitait le quartier. J'en veux pour preuve le fait que sur au moins 3 des assassinats canoniques, le meurtrier passe à 2 ou 3 minutes d'une ronde de police. Il a le temps, malgré tout, de dépecer, d'éventrer, d'égorger une femme, de lui enlever plusieurs mètres d'intestin, de les disposer selon un rituel ou une passion criminelle morbide. Il a le temps de faire tout ça en sachant très bien à quelle heure va passer le prochain policeman. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît Whitechapel, qui connaît Shoreditch, qui connaît Spitalfields sur le bout des ongles. Merci beaucoup Michel Moati, Sophie Herford et Elisabeth Haynes d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.